Les vases d'Ussé, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire, suite. Dimanche 16 septembre 2001. Après leur séance de yoga dès 8 heures du matin, suivie de quelques allers-retours dans l'eau turquoise de l'Adriatique et de la colazione, ils se préparèrent pour leur départ de l'hôtel, direction plus au sud, dans le talon de la botte, à Lecce. Ils prirent le temps de dire au revoir aux personnes qu'ils avaient rencontrées et au personnel de l'hôtel. Arrivés à Lecce à l'heure du midi, ils ne pouvaient pas disposer de leur chambre avant 14 heures, mais ils demandèrent l'autorisation de laisser la voiture dans le parking et partirent explorer le centre historique de la Florence du Sud en quête d'un restaurant. À peine la porte à Napoli franchie, le centre de Lecce, intégralement taillé de pierre blanche, les éblouit, au sens propre comme au sens figuré, par sa beauté et la réverbération du soleil. Ils trouvèrent une petite osteria non loin de la basilique Santa Croce, où ils se laissèrent tenter par la pasta aux palourdes et à la poutargue, et finirent par une panna cotta délicieuse. Ils félicitèrent d'ailleurs le patron pour la cuisine de son établissement. Après leur repas, en passant par un adorable labyrinthe de ruelles qui se tortillait et s'entremêlait dans les recoins de la vieille ville, ils poussèrent jusqu'à la Piazza del Duomo, de style baroque, l'une des plus belles de l'Italie du Sud. Tous les édifices religieux les plus remarquables de la capitale du Salento et les palais d'époque se trouvaient à proximité. Ils en profitèrent pour admirer le Duomo, ou cathédrale Santa Maria Assunta, avec ses magnifiques sculptures et son admirable dôme. Autour de la place se trouvait aussi le Palazzo del Seminario, le Palazzo Vescovile et sa jolie loggia, ainsi que le Campanile, l'un des plus hauts d'Europe. En reprenant la direction de leur hôtel, ils s'arrêtèrent Piazza Sant'Oronzo, l'endroit sans doute le plus animé de la ville, et véritable patchwork de style, avec en son centre, sur le sol, l'emblème de Lecce, une louve et un chêne vert. Juste à côté de la place, au pied d'une étrange église vénitienne mise sous verre et de la Grande Banque d'Italie, ils découvrirent l'amphithéâtre romain de la ville, ressorti de terre lors de la rénovation de l'établissement bancaire. Non loin, ils passèrent près du massif château Charles V, mais préférèrent la finesse et la délicatesse du couvent des Célestins, siège du gouvernement local. Puis ils se rendirent à la basilique Santa Croce, édifice monumental avec une imposante façade. Ce fut cette façade qui attira immédiatement leur regard avec ses nombreux détails architecturaux, angelots jonglant avec des couronnes, animaux, monstres et même quelques humains un peu perdus parmi toutes les créatures fantastiques. Certaines sculptures étaient assez amusantes, voire insolites. En parlant avec un habitant du quartier, ils apprirent qu'il y avait même autour de la rosace le portrait de l'un des sculpteurs. Grâce à ces explications, ils finirent par le dénicher. Ils furent interrompus dans leur contemplation par l'animation soudaine de la place. Ils avaient oublié que le dimanche était le jour des mariages. Les mariés sortirent sous une pluie de confettis et de riz, des enfants jetèrent aussi quelques pièces de monnaie. « Tu te rappelles, l'année dernière, c'était nous. Et je n'ai jamais vu une aussi belle mariée que toi, dit François. Tu sais que j'emmène toujours ma robe avec moi. C'est comme un porte-bonheur pour moi. Tu es incroyable. Qui emmène sa robe de mariée partout? À part moi? Personne, je crois. Tu sais que cette robe, à la base, n'est même pas une robe de mariée, mais une robe de demoiselle d'honneur qui a coûté 20 fois moins que la robe de cette mariée. Il n'empêche que tu étais sublime, tu l'es toujours. Et en plus, la magnifique femme est économe. Ça n'est pas compliqué de l'être quand on a horreur de faire des boutiques comme moi. Les seules boutiques dans lesquelles je me rends sont les boutiques d'articles de danse, et il y en a peu sûrement. Il était déjà plus de 16 heures. En fait, il n'avait pas arrêté de déambuler dans les ruelles de Lecce, le plus souvent le nez en l'air, car sur les façades, chaque espace était souvent une œuvre d'art. « J'ai un petit creux, dit Éléonore. Il paraît qu'il y a une spécialité à goûter à Lecce. Il doit bien y avoir une pâtisserie dans le coin où on peut en trouver. Je crois que j'en ai vu une juste avant d'arriver à la basilique. » Elle l'entraîna en le prenant par la main. Effectivement, il y avait bien une pâtisserie à proximité. « Ma chérie, tu as un véritable radar intégré pour trouver les glaciers et les pâtissiers. Ce
que je me demande, c'est où tu mets tout ce que tu manges. Je ne stocke pas, j'élimine en bougeant tout le temps, et depuis que je te connais, mon activité physique a encore augmenté. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu en brûles presque 2 fois plus que moi à chaque fois qu'on fait l'amour, sauf dans certaines positions. Tu as apparemment étudié la question, donc pour éliminer ton gâteau, que faut-il faire? Il faut que je me donne à fond et toi, tu te laisses faire. Ça te convient? Ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Complètement, répondit-il en l'étreignant. Ils achetèrent leur pasticciotto, composé de pâte sablée et de crème pâtissière, et se trouvèrent un coin tranquille, sur un banc, dans le jardin public tout proche pour le déguster. François la regardait manger avec délectation son gâteau. « Quelle gourmande tu fais !»« Tu peux parler, tu avais fini avant moi. »« Parce que j'aime avoir le temps de te regarder après. D'ailleurs, tu as de la crème pâtissière juste là, au coin de la bouche. » Et il s'approcha pour lécher le coin de sa bouche et l'explorer avec sa langue. Elle répondit avec ardeur à son baiser. « Et si on allait éliminer les calories de nos gâteaux maintenant, dit-il. Tu as raison, il faut marcher pour s'en débarrasser. Je pensais à l'autre activité, répliqua-t-il. Plutôt que d'emprunter la Via Michele de Pietro pour rejoindre leur hôtel, ils privilégièrent les ruelles bordées de petites maisons de pierre, avec leurs vieilles portes en bois sculpté, leurs chats nonchalants, leurs balcons fleuris. Beaucoup d'habitants vivaient encore portes et fenêtres ouvertes. S'ajoutaient à ce décor magique l'ensorcelant parfum des jasmins en fin de floraison et les couleurs vives des bougainvilliers. Après s'être installés dans leur chambre, avoir éliminé 100 de calories et pris une bonne douche, ils se changèrent pour aller dîner comme à leur habitude. Et, comme de coutume, l'apparition du couple fit sensation. François ne prenait pas ombrage des regards insistants des hommes sur sa femme, sublime dans sa robe bustier émeraude, ses cheveux blonds ramassés en un chignon maintenu par le peigne d'Ussé. Éléonore s'amusait de voir les femmes dévorer son mari des yeux. Ils avaient confiance l'un dans l'autre, sûrs de leur amour. Les gestes tendres qu'ils avaient sans cesse entre eux, les regards amoureux qu'ils échangeaient dès qu'ils étaient ensemble, décourageaient toute velléité de séduction de la part de leurs admirateurs. Lecce est vraiment superbe, mais as-tu remarqué que dans le centre historique, il n'y a aucun magasin d'alimentation, à part les boulangeries-pâtisseries, mais aucune boucherie, aucune épicerie, aucun opticien, aucune auto-école, aucun coiffeur, aucune boutique normale, quoi, dit Éléonore. Il y a juste des restaurants, des boutiques pour touristes et des bed and breakfast tous les 20 mètres. Je pense qu'il ne doit pas être facile de vivre dans ces vieilles ruelles médiévales étroites. Tu imagines ramener tes courses à pied parce qu'aucune voiture ne peut passer dans la rue, ou pire, quand il faut se faire livrer une nouvelle machine à laver ou n'importe quel truc encombrant. Tu as raison. Les habitants sont certainement plus à l'aise dans la partie nouvelle. Déjà, dans le quartier qui entoure la place Giuseppe Mazzini, il y a plus de boutiques du quotidien et moins de touristes. Je serais curieuse de voir si le soir, on voit plus de vrais habitants de Lecce. Mais nous verrons ça demain, après avoir visité Otrante. Bonne idée. En Italie, la plupart des gens aiment se balader le soir pour la passeggiata. Et puis, pour aujourd'hui, j'ai d'autres projets. Tu as encore des calories à dépenser, lui susurra-t-il en lui mordillant le lobe de l'oreille. Lundi 17 septembre 2001. Ils arrivèrent à Otrante vers 10h30 et se rendirent directement dans la vieille ville, laissant la rue principale qui descend du château au port, trop fréquentée, pour flâner dans les ruelles bordées d'épais murs de granit. Sur une piazzetta en haut du bourg, ils tombèrent sur la mignonne église San Pietro et furent surpris par ses fresques byzantines. À 300 mètres de là, par de petites venelles, ils rejoignirent la cathédrale di Santa Maria Annunziata, l'une des plus anciennes des Pouilles, avec son superbe pavement en mosaïque représentant des scènes bibliques et mythologiques. De là, ils prirent la direction du Castello Aragonese avec ses grosses tours cylindriques imposantes. À l'approche de midi, ils se promenaient le long des murs au-dessus de la mer et s'arrêtèrent dans un bar pour déjeuner léger tout en admirant le port et la baie d'Otrante. Ils voulaient goûter à l'une des spécialités culinaires de la région de Lecce, la puccia,
composée d'une galette épaisse et croustillante, garnie avec de délicieux produits, jambon cru, huile d'olive, fromage italien, cœur d'artichaut, etc. Il en existait pour tous les goûts. Le plus dur fut de choisir leur puccia. Ils passèrent le début d'après-midi sur la plage de sable de Baia dei Turchi, à 3 kilomètres au nord d'Otrante, après avoir garé la voiture dans la Pinède. Ils se baignèrent dans une mer cristalline, puis lézardèrent sur cette plage préservée, immergée dans la zone protégée des lacs Alimini et entourée d'une falaise recouverte de maquis méditerranéens. Mais une fois de plus, ils n'étaient pas seuls. Et encore, ils étaient venus en semaine. S'ils étaient venus pendant le week-end, ils auraient constaté qu'il était encore plus difficile de trouver une crique déserte quand les familles italiennes arrivaient dès 11 heures pour pique-niquer. Ils attendirent d'être secs pour remonter en voiture, direction leur chambre d'hôtel, où au moins ils pourraient donner libre cours à toute leur fantaisie. Après une bonne douche, ils se rhabillèrent pour se balader dans Lecce et aller dîner. Éléonore avait mis une courte robe fleurie dans les tons pastels, laissant le haut de son dos nu et dévoilant, grâce à des découpes dans le tissu, les côtés de sa taille. François l'enlaça et glissa ses mains dans les découpes. « J'adore sentir ta peau sous mes doigts, dit-il en l'embrassant. Et moi, j'adore sentir tes doigts sur ma peau et sentir ta peau contre ma peau, répondit-elle en se serrant contre lui avant de reculer. Mais là, nous allons aller dîner dans Lecce. Nous rentrerons tôt pour faire tout ce que tu voudras, promis. Ok, alors, dernière limite, 22 heures. Paris tenu. Ils passèrent par la porte Napoli et prirent de petites ruelles telles la jolie via Antonio Galateo, se retrouvèrent à la porte San Biagio et tombèrent sur un discret petit théâtre romain qu'ils n'avaient pas vu lors de leur première promenade dans Lecce, dans une ruelle sans issue. Ils firent donc demi-tour et au cours de leur déambulation, ils entendirent le son d'un tambourin et un chant. En s'approchant, ils virent un petit attroupement de personnes qui en regardaient d'autres en train de danser sous la direction d'une jeune femme qui était manifestement leur professeur. Les percussions et le chant donnèrent des fourmis dans les pieds à Éléonore, qui, après avoir regardé un moment la danseuse, avait déjà compris les pas. Cependant, elle voulait en savoir plus. Elle profita d'une interruption dans le cours pour aller voir l'enseignante, pour connaître le nom de cette danse. « Veuillez m'excuser, mais je passais avec mon mari et j'ai entendu le tambourin, le chant et je vous ai vu danser. Je suis moi-même danseuse en France. Comment s'appelle cette danse ?» Cette danse est la pizzica pizzica. Elle est super simple. Les enfants et même les plus vieux la dansent. C'est aussi une danse de séduction entre l'homme et la femme, une danse joyeuse, une danse de fête qu'on dansait avant pendant les mariages. C'était une musique familiale très intime. Aujourd'hui, en revanche, elle est devenue un phénomène national. Vous voulez danser avec nous aujourd'hui, tous les deux ? Éléonore fit signe à François qui s'approcha et salua la ballerina di pizzica. Si ma femme est une danseuse professionnelle, ce n'est pas mon cas, même si je prends des cours, surtout avec elle, précisa-t-il en enlaçant Éléonore. Aucun problème. En revanche, les personnes que vous voyez ont payé ce cours. Donc, je vais vous présenter comme des amis français et par conséquent, je vais vous tutoyer et vous allez en faire autant. Je m'appelle Sabrina. Et moi, Éléonore. Et François. La danseuse de pizzica retourna vers son groupe et les présenta comme des amis français. Elle prêta un foulard à Éléonore et demanda ensuite aux joueurs de tambourin de reprendre. Le tambourin donne le rythme et entre l'homme et la femme, c'est un échange de regards. Sabrina montra ensuite les croisements de pieds et les déplacements, les rotations. En l'espace d'une vingtaine de minutes à peine, le couple fut capable d'enchaîner tous les pas de base dans une danse de séduction bien à eux. À la fin du cours, Éléonore expliqua qu'il lui semblait facile de danser avec le groupe car elles avaient dansé la tarentelle lors de leur mariage l'année précédente à Ischia et encore récemment lors du mariage du frère de François. Nous voulions respecter la tradition car la mère de François est originaire de Lille et sa famille y vit toujours. Et la tarentelle me semble très proche de la pizzica pizzica. C'est parce que la pizzica pizzica fait partie des tarentelles, dit Sabrina. Serait-il possible que je tente une expérience
avec le son du tambourin. Alors, je suis plutôt de formation classique et modern jazz, mais je pratique aussi les danses de salon et la danse tahitienne. Et vois-tu, les mouvements de cette dernière pourraient s'adapter au tambourin salentino. Qu'en penses-tu? Ça ne coûte rien d'essayer, répondit la ballerina di pizzica. Éléonore demanda donc aux joueurs de tambourin de commencer lentement, puis d'accélérer petit à petit jusqu'au plus rapide possible. Elle commença, après avoir noué le foulard autour de ses hanches, avec des mouvements lents des hanches et du bassin, suivant le tempo du tambourin, et accéléra avec le rythme croissant imprimé par le percussionniste, avec un farapou de plus en plus rapide en s'accroupissant et en se relevant. Sabrina regardait impressionnée, et elle n'était pas la seule. Les apprentis danseurs de Pizzica et quelques touristes restés là regardaient médusés. Quand elle eut fini, Éléonore remercia le joueur de tambourin et Sabrina. « Il n'y a pas de quoi, ma belle, tu peux revenir demain si tu veux, pour danser la Pizzica Pizzica, car vous êtes doués tous les deux, dit Sabrina. Je ne sais pas, c'est notre dernière journée demain, nous verrons, lui dit la jeune Française. Mais si un jour tu viens à Rouen, pourquoi ne pas organiser une démonstration de Pizzica Pizzica? Je te laisse mon numéro. N'hésite pas. Éléonore griffonna son numéro pour le donner à Sabrina, et le couple rouennais s'éloigna en faisant au revoir de la main. Mon amour, il est à peine 19h30. Nous sommes largement dans les temps pour dîner et rentrer bien avant 22h. J'espère bien être rentrée tôt, car tu m'as donné un coup de chaud avec tes mouvements de bassin. Et pour en être sûre, j'ai réservé dans une petite osteria qui se trouve pas très loin de la Porta Napoli, via Principi di Savoia. Ça me va, je vois où est cette rue. Viens, j'ai faim, dit la jeune femme. Ça me rappelle notre premier resto. Et moi, je pensais à ce moment-là que j'avais faim de toi. C'est pareil ce soir. Mais je ne vois pas de Porsche pour t'embrasser, précisa Éléonore. Alors, je m'en passerai. Du Porsche, pas de t'embrasser. Il l'enlaça dans la ruelle, couvrit son visage et son cou de baisers et chercha sa bouche pour l'explorer longuement pendant que ses mains passaient par les échancrures de sa robe. Elle se pressa contre lui. « Je t'aime, Éléonore Vasse, et ce soir, je ne te laisserai pas comme ce 6 avril 1999. Je vais te faire l'amour encore et encore. Mais avant, allons dîner. » Ils arrivèrent rapidement sur la Piazza Santo Ronzo et prirent la Via Umberto I sur 300 mètres. Ils étaient presque arrivés à la petite osteria, un établissement simple et convivial comme ils les aimaient, non loin du Palazzo Airoldi. L'accueil fut chaleureux. Ils se laissèrent tenter par les cicerietria, des sortes de tagliatelles aux pois chiches, et finirent par un tiramisu, leur dessert préféré à tous les deux. Ils félicitèrent d'ailleurs le patron pour la cuisine et la courtoisie de son personnel. Il était 21h15. 20 minutes plus tard, ils étaient dans leur chambre pour mettre à exécution ce qu'ils s'étaient promis. Mardi 18 septembre 2001. Pour leur dernier jour dans le Salento, ils se rendirent à la Grotta della Poesia, à seulement 30 minutes en voiture de Lecce. Ils arrivèrent à cette piscine naturelle faisant partie du site archéologique de Roccavecchia un peu avant 10h pour éviter la foule. Éléonore se serait bien laissée tenter par un saut du haut des rochers, mais elle préféra la prudence, ce qui rassura François. Ils descendirent par une volée de marche pour une baignade poétique dans les eaux limpides couleur émeraude de ce lieu magique et unique, cerné de roches blanches, à 30 mètres de la mer. Vers 11h, avant qu'il y ait trop de monde, ils remontèrent pour découvrir à quelques mètres les vestiges des remparts, les ruines d'une tour de guet et d'un manoir surplombant la mer, ainsi que le sanctuaire de la Madonna di Rocca. Ils reprirent la voiture pour rejoindre en 10 minutes les magnifiques plages de Torre dell'Orso, sur l'une des plus belles bandes côtières des Pouilles. La côte de Torre dell'Orso, longue de 900 mètres, était gracieusement incurvée comme un croissant de lune, recouverte de sable fin argenté et encadrée de dunes et de falaises riches en grottes. Derrière la plage commençait une pinède. La mer dans cette zone était claire et cristalline
en raison de la proximité du détroit d'Otrante et des rochers impressionnants qui surgissaient des eaux, les Due Sorelle, qui s'opposaient à une création humaine, la Torre dell'Orso, aujourd'hui délabrée. Éléonore et François se réfugièrent dans la pinède en attendant l'heure du déjeuner. Le soleil était déjà haut et ils préféraient avoir un peu d'ombre et surtout d'intimité. Ils avaient réussi à trouver un endroit à l'abri des regards. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas médité en couple. Assis en tailleur, dos contre dos, ils synchronisèrent leur respiration, puis ajoutèrent de lents mouvements de balancement pendant de longues minutes. Enfin, Éléonore vint se placer face à son mari. Ils se regardèrent dans les yeux en reprenant la respiration synchronisée. Les yeux de François, d'un bleu si profond, avec ce regard si tendre, déclenchaient systématiquement le désir chez la jeune femme. Et les yeux verts d'Éléonore avaient le même effet sur lui. Ni l'un ni l'autre ne résistèrent, et ils se laissèrent emporter par l'émotion du moment. Éléonore se rapprocha de François, s'assit entre ses jambes, en roulant les siennes autour de sa taille, et chercha ses lèvres. Elle contemplait avec amour le visage de son François. Comme il était beau, avec sa bouche sensuelle et ses yeux si bleus qui la bouleversaient. Ses doigts caressaient ses épaules, glissaient sur sa poitrine puis le long de son ventre. Elle sentit son sexe déjà dressé et se frotta contre lui, le faisant endurcir encore. Elle avait gardé sa courte jupe assez ample qui cachait les parties intimes de leur corps, attirées l'une vers l'autre. « Ne bouge pas, lui dit-elle. Elle se releva juste le temps d'enlever le bas de son bikini vert émeraude, gardant sa jupe, et se réinstalla pour l'embrasser à pleine bouche et reprendre ses caresses. Sentant le désir de François s'intensifier, elle se souleva, libéra sa verge tendue à l'extrême et s'empala avec lenteur sur elle. Elle lui fit l'amour, ajustant la progression de son plaisir sur le sien, ralentissant ses mouvements quand elle le sentait prête à exploser. Cramponnés l'un à l'autre, ils ne se lâchaient pas des yeux, scrutant l'un et l'autre l'effet du plaisir sur leurs physionomies respectives. Éléonore se cambra sous l'effet de la jouissance. François se rassasia de l'image de la jeune femme à ce moment précis et se répandit en elle, ses yeux bleus perdus au fond de ses yeux émeraudes. Ils restèrent soudés un long moment, enlacés, bouche contre bouche. Elle contractait ses muscles pelviens pour le garder en elle. « Mon amour, tu me surprendras toujours. Cette méditation de couple est toujours aussi agréable. Mon objectif était surtout le câlin final. Tu sais très bien que tu n'as qu'à me regarder. » Mais le couple risquait de se faire surprendre à tout moment. Ils se séparèrent donc à regret. Éléonore remit le bas de son bikini et enleva sa jupe pour aller se jeter à l'eau. François la contempla quelques secondes. « Que tu es belle, mon amour. Je ne pourrais plus vivre sans toi, pensa-t-il. Il ramassa leurs affaires et la suivit à une courte distance, admirant ce corps qu'il venait de posséder. Il déposa le sac contenant leurs vêtements sur le sable et la rejoignit dans l'eau. Un groupe de jeunes venait de croiser Éléonore courant vers l'eau et ils n'avaient pas pu s'empêcher d'émettre des sifflements d'admiration. Ils s'assirent d'ailleurs un peu plus loin pour mater cette jolie blonde. Ils eurent l'air dépités quand ils virent François arriver, l'enlacer et l'embrasser à pleine bouche. Les deux amoureux s'amusèrent à refaire le porté de Dirty Dancing au point de le refaire sur le sable humide en dehors de l'eau et de répéter d'autres portées acrobatiques comme le shoulder sit, le cartwheel lift, les back arch over shoulder, le one-handed back arch lift, le roll out et le back bend foot lift, sous les yeux médusés des jeunes et des autres personnes sur la plage. Ils arrêtèrent seulement pour aller se restaurer dans un des restaurants de la Via Matteotti avec vue sur la mer, où ils se régalèrent de panzerotti avant qu'Éléonore ne succombe à une glace italienne. Ils rentrèrent ensuite à l'hôtel pour continuer ce qu'ils avaient si bien commencé dans la Pinède. Ils se décidèrent à sortir vers 16 heures pour une dernière promenade en Lecce et y dîner. François avait réservé dans la même osteria que la veille. Il l'avait fait en cachette de la jeune femme pendant qu'elle était partie aux toilettes. Éléonore avait revêtu la robe bleue en soie à fines bretelles avec un col bénitier qu'elle portait quand François lui avait demandé de l'épouser. « Il y avait longtemps que je ne t'avais pas vue dans cette robe.
j'ai envie de te redemander de m'épouser. Et j'accepterai encore, lui répondit-elle. Tu me rends si heureuse. J'espère que moi aussi je te rends heureux, parce que c'est tout ce qui m'importe. Rassure-toi, c'est le cas. Ils flânèrent dans les ruelles enlacées, s'arrêtèrent pour boire un café leccese en terrasse, avant de reprendre ensuite leur promenade. Et comme la veille, ils furent attirés par le son du tambourin, mais là, ils savaient à quoi s'en tenir. Sabrina leur fit un accueil chaleureux. « Allez, venez danser la pizzica pizzica avec nous !» Ils participèrent avec joie à cette forme de tarentelle. Dans cette danse collective où les gens ne se touchaient pas, ils communiquaient par le regard et des gestes très codifiés selon la musique, l'humeur et l'énergie du moment. Et communiquer par le regard, Éléonore et François le faisaient instinctivement. Sur un rythme binaire, leurs pas suivaient le tambourin. Ils avaient appris la veille les pas de base, et il leur était possible de danser avec le groupe et de profiter des moments de danse. Les pas n'étant pas chorégraphiés, ils disposaient d'une grande liberté et ne s'en privèrent pas. Le groupe se sépara vers 19h. Éléonore et François dirent au revoir à Sabrina, et la jeune infirmière renouvela sa proposition de venir à Rouen. Et pourquoi pas au moment de l'Armada en 2003. François entraîna sa belle dans les ruelles vers le restaurant où il avait réservé pour leur dernière soirée. Ils retrouvèrent le même accueil chaleureux que la veille. « Cachotier, tu savais que tu m'emmènerais ici ?»« Pourquoi pas? C'était bien hier. »« Absolument. Et tu as eu raison, mon amour. Et moi aussi je t'aime, François Vasse. Plus que tout au monde, toi et notre fille. Oups, d'ailleurs, nous n'avons pas appelé ce soir. » Il est encore temps. Ils appelèrent le temps qu'on vient de prendre leur commande. C'est le patron qui vint les voir. « Alors, les amoureux, de retour ?»« Vous vous souvenez de nous ?» interrogea Éléonore. « Comment oublier une beauté pareille ?» répondit-il. « D'autant que vous êtes venu hier. Mais je crois que si vous reveniez dans un an, je me souviendrai de vous. Quant à ma serveuse, elle est tombée amoureuse de votre mari, alors soyez vigilante. Alors, que désirez-vous ce soir ?» Ils passèrent leur commande. Et pendant qu'ils attendaient, François saisit la main de sa femme pour en embrasser la paume et ne la lâcha pas plus que ses yeux ne quittèrent les yeux verts qu'il adorait, jusqu'à ce qu'on vienne les servir. Leurs jambes se frôlaient sous la table. Ils mangèrent rapidement et prirent congé du patron en le remerciant. Quand ils sortirent du restaurant, les Leccesi s'étaient réapproprié les rues de leur ville, habillés avec soin, débarquant par toutes les portes, s'achetant une glace et évoluant lentement dans le centre historique pour la passeggiata. Le couple se mêla à eux pendant une petite heure, goûtant une fois encore à cette ambiance particulière des villes et villages italiens. Ils discutèrent notamment avec les personnes âgées, assises devant leur porte, jamais avares d'anecdotes. Ils reprenaient le train à Bari le lendemain à 13h30, après avoir restitué la voiture de location. Ils seraient à Naples vers 16h30 et à Ischia vers 18h.